Hélène Wexler est née Raja et Kaiser à Varsovie en 1927. Avec ses parents et son jeune frère, elle immigre à Paris en 1933. Le père travaille dans la confection. Il est arrêté une première fois, puis libéré grâce à l'action de sa femme. L'acharnement à réunir la famille explique qu'ils aient été tour à tour arrêtés et relâchés avant l'arrestation définitive des parents d'abord, puis d'Hélène. Elle réussit pourtant à protéger la fuite de son jeune frère, qui se cachera à la campagne et évitera, seul, la déportation. Et puis, il y a eu la rafle du 16 juillet 1942. Et je ne sais pas où j'étais, mais je n'ai pas été arrêtée. Peut-être que j'ai dormi chez une camarade de classe. Je ne me souviens pas. Mais on a arrêté ma mère et mon frère au Veldiv. Ils sont venus les prendre à la maison? Oui. Je me souviens plus qui, des Français, des Allemands, enfin, vous savez, cette période est un peu... Je ne me rappelle pas très bien et j'étais pas présente. Et je me suis trouvée donc seule dans l'appartement et mon père dans la remise. Une fois qu'ils ont été arrêtés? Une fois qu'ils ont été arrêtés. Je me rappelle que c'était tellement pénible pour moi que j'ai supplié mon père d'aller au commissaire et de demander qu'on nous fasse rejoindre ma mère et mon frère. Vous vouliez... Ah oui, je voulais qu'on soit 4 parce que... Vous aviez quel âge? En 1942, j'avais 14 ans. Et mon père, qui avait été à Bonne-la-Rolande, me disait « ça me paraît pas raisonnable ». Mais devant ma volonté, ma détermination, il m'a suivi au commissaire. Et au commissariat, c'était un brave homme, il a dit à mon père « écoutez pas la petite, vous n'êtes pas sur mes listes, retournez, ne l'écoutez pas. » Je crois que c'est le plus sage. Et mon père, qui n'attendait que ça, m'a demandé de rentrer. Mais j'étais très malheureuse. Oui, tout d'un coup, vous vous êtes retrouvée seule dans la maison? Seule. Et je devais continuer à m'occuper de mon père et de moi, seule. Mais j'étais obsédée par l'idée, parce que j'allais rôder au Veldiv, et j'entendais les choses affreuses qui s'y passaient, donc ça me tourmentait terriblement. À l'opéra, il y avait la commandanture. Et on disait sans arrêt que les gens de Drancy, ou de Bonne-la-Rolande, je crois qu'elle était à Drancy, je confonds avec mon père, allaient être déportés d'un jour à l'autre. Donc il fallait faire très très vite. Et je me rappelle que je suis allée à l'opéra, que j'ai guetté, parce qu'on ne pouvait pas du tout rentrer à la commandanture. C'était gardé. Je ne me rappelle plus comment j'ai fait. J'ai guetté les rentrées, les sorties des femmes des ménages. Je crois que j'y suis allée 4 matins, très tôt. Et un jour, j'ai pu rentrer, toujours avec mon certificat. J'ai rien dit à mon père. Et j'ai regardé le bureau où il y avait le commandant. Vous savez, pour moi, c'était l'enseigne la plus grande. Hein. J'ai un peu erré, j'ai suivi les gens, j'ai demandé en français, puisque c'était des femmes. J'ai un peu attendu, parce que c'était très tôt. Et j'ai demandé où était le chef. On m'a indiqué son bureau. J'ai guetté, il est arrivé. Et alors là, je ne me rappelle plus de la scène, mais c'était très impressionnant. Parce que je lui ai expliqué que ma mère et mon frère étaient déportés et que c'était très dur et que je ne pouvais pas supporter l'idée de cette séparation. Et que je voulais qu'il m'aide à les faire sortir. D'abord, il s'est mis à hurler, à crier, « Comment vous êtes rentrés ?» Je ne sais plus, il m'a dit... Vous savez, je parlais un yiddish allemand. Hein. Mais j'avais un peu appris l'allemand. Mais c'était vraiment très fragile. Mais le yiddish, je le parlais bien. Mais je me suis fait comprendre. Il m'a d'abord fait très peur en me disant qu'il ne comprenait pas, que
Je lui ai dit que j'ai guetté, que je voulais, qu'il fallait que je le voie, que je crois que j'ai pleuré, j'ai pas voulu qu'il me renvoie. Je lui ai demandé qu'il m'écoute. Enfin, tout ça, c'est horrible, hein, cette matinée. Et puis, il m'a quand même demandé le nom de ma mère et de mon frère. Et je lui ai donné, mais je n'avais pas d'espoir, parce qu'il avait été tellement dur et méprisant que je me suis dit, c'est pour rien, mais j'en ai pas parlé à mon père, parce qu'il m'aurait dit, tu risques ta vie. J'avais fait cette chose toute seule. Je lui avais dit que j'avais travaillé pour qu'on ait un peu de ressources et qu'on n'épuise pas nos réserves d'argent. Mais je lui avais pas dit mon but. Et ils sont sortis. Et peu de temps après, très peu de temps après, on n'a pas eu le temps de réfléchir. On est venu chercher mon père à la maison. Et on a demandé à ma mère d'indiquer où était mon père. Bien sûr, ma mère n'allait pas dire où était mon père. Et elle a dit qu'elle ne savait pas, qu'il était sorti et qu'il était parti à la campagne et qu'il cherchait un endroit chez des gens et que justement elle attendait des nouvelles. Elle a essayé de... C'est une voisine qui m'a raconté. Mais comme elle ne donnait pas l'adresse de mon père, on l'a arrêté. Et alors là, il y a eu une scène aussi très douloureuse, parce que je crois que c'était vers 10-11 heures, je rentrais de l'école, j'allais encore à l'école, et ma mère m'a croisée dans l'escalier. Vous savez, les retrouvailles et les départs, c'était toujours dans l'escalier. Et elle a senti le danger pour moi. Et avant que je puisse ouvrir la bouche, elle m'a dit, tu diras à ma fille Hélène que je vais au commissaire pour m'expliquer. Mais elle savait qu'elle ne rentrerait pas. Parce qu'on me demande l'adresse de ton papa, mais tu sais bien que je l'ai... Elle s'embrouillait, Mais je lui demande, enfin je ne sais plus, qu'elle s'occupe de son petit frère si je ne rentrais pas tout de suite, et qu'elle soit courageuse. Je sais que c'est... Et puis moi je la voyais, et puis j'avais les larmes aux yeux, et elle me disait, mais je la connais, c'est une fille qui s'occupera de son petit frère et qui fera ce qu'il faut. Je sais pas, elle m'a tenu un discours et elle me faisait des signes et elle tournait la tête, enfin c'était horrible. Et elle est partie. Elle vous a manifesté qu'elle vous faisait une grande confiance. Elle est partie, je lui ai pas dit au revoir. J'ai pas pu l'embrasser, rien. Oui. Ça, c'est un souvenir très, très dur. Oui, bien sûr. Vous ne lui avez pas dit au revoir, mais je crois qu'elle vous a dit « je te fais confiance ». Oui. Elle m'a dit « je veux que tu vives ». Ouais. Et c'est ce que j'ai entendu. Et elle m'a dit surtout, il faut que, qu'importe ce qui m'arrivera, mais toi, je voudrais que tu vives. Oui, ça vraiment, vous l'avez bien entendu. Oui, je l'ai entendu. Je l'ai bien entendu. Alors on était de nouveau 3. Et bon, je m'occupais de mon petit frère. C'était la fin 42. J'allais presque avoir 15 ans. Et bon, je m'occupais de mon petit frère, de mon père, la nourriture qu'il fallait lui porter. Mais je ne pouvais plus aller à l'école parce que je n'avais plus l'esprit. Et mon père, qui était dans une remise cachée, donc non identifiée, un jour on est venu chercher une autre famille juive dans l'immeuble. Et il a eu peur. Il s'est mis à courir dans l'escalier. Et on l'a... Il s'est trahi. Il s'est trahi. On l'a arrêté. Peu de temps après l'arrestation de ma mère. Le 3 février, on est venu me chercher. Je crois que c'était le matin très tôt.
Et alors c'est là que j'ai pris mes boucles d'oreilles. J'ai senti que... Vous vous rappelez les boucles d'oreilles que ma grand-mère... J'ai pris ça. J'ai pris... Mon père avait un livre de prière très ancien auquel il tenait. J'ai pris... J'avais eu un prix de camaraderie, ça je l'ai donné au Mamillion pour qu'il le garde, une photo de mes grands-parents. Parce que ça m'avait ému de mes grands-parents. J'avais gardé une belle image de ma grand-mère. 2, 3 objets, mais très peu. Mon sac à dos. Mais les boucles d'oreilles, je les tenais précieusement parce que je sentais que j'étais en danger. Dans mon wagon, il y avait un homme qui était sans sa femme et 2 petits garçons. Peut-être que sa femme a couché, je ne sais pas. Et je me rappelle que le petit disait « Mais je ne veux pas rester là, on n'est pas bien, papa. Pourquoi on est là? Pourquoi on ne s'en va pas ?» Et c'était lancinant pendant ces jours. L'enfant qui voulait partir et son père qui lui disait... Mais on va bientôt arriver, qui le caressait, puis tout le monde disait, mais c'est plus long que prévu, on ne savait pas comment le calmer. Mais ce reproche qu'il faisait à son père de pourquoi on est là, je voudrais m'en aller, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai faim, enfin. C'était très, très, très dur. Est-ce que vous aviez l'impression que ce reproche était adressé à tout le wagon? Non, je crois à son père. À son père. Mais nous, ça nous faisait mal. Parce qu'on était impuissants. Et puis, et c'est vrai. C'est pourquoi moi je me suis demandé 1000 fois, vraiment, dans la journée, au travail, tout le temps. Pourquoi? Comment est-ce qu'on peut traiter des gens comme ça? Ça a été une question lancinante. Pourquoi? Je me disais même, je ne voudrais pas être allemand. Oh, ça, c'était terrible, cette scène où on vous enlève les vêtements, on vous rase les cheveux, on vous tatoue. Pour une adolescente, c'était très, très pire. Devant des hommes, toutes nues, on se tenait. On a commencé à réaliser que c'était très grave et quelque chose nous tombait dessus d'horrible. Et on a eu peur. Moi, je me disais, mais c'est pas possible. On voit des choses idiotes. On nous traite, nos dignités. Enfin, écoutez, déjà, je comprenais rien. J'étais complètement anéantie, mais pas physiquement. Et un jour, je me suis endormie pendant l'appel. Et ça a été quelque chose, vous voyez, les Allemands, les coups de sifflet, on est rentré dans le bloc, on m'a trouvé, on m'a mis dans les rangs, mais ça a fait un bouleversement total. Oui, ils n'avaient pas leur compte quand ils vous ont vu. Ils ont cru que c'était une évasion. Et après, eh bien, certains sont partis au travail, et la bloc, elle testait. Celle qui commandait le bloc, qui était une internée. Je me rappelle, c'était une jeune Tchèque que je trouvais dure. Mais elle était arrivée en 41. Oui, c'était une ancienne. C'était une jolie jeune femme, elle avait 25 ans. Je me rappelle, elle était blonde, avec des cheveux courts, très, très rude, mais des fois je me disais, comment t'as survécu, toi? C'est eux qui avaient construit. C'était les premiers. Les premiers, alors. Déjà, notre camp était dans des conditions atroces. Bon, je ne dis pas que je comprenais qu'elle soit dure, mais j'essayais pas d'analyser. Alors, une fois que l'appel, tout ça, ça a été réglé, mais vous savez, ils ont dû rester les autres au moins 1 heure de plus. Elle m'a pris, elle m'a dit, mais t'es folle, tu te rends compte? Tu pouvais... Moi, je pouvais retourner, enfin, c'était complètement idiot ce que tu as fait, c'est très grave.
Et elle me disait, ne me regarde pas comme ça, baisse les yeux. Et là, il y a eu une scène horrible. Elle me disait, baisse les yeux. Et elle criait, elle me donnait des coups de poing. Et moi, je ne baissais pas les yeux. Je lui disais, mais toi, tu es une déportée comme moi, et que les Allemands me traitent comme ça. Mais toi, tu ne dois pas me traiter comme ça. Tu dois me comprendre. Elle me disait, tu es stupide. Tu te rends compte ce qui pouvait m'arriver à moi. Elle me disait, baisse les yeux. Et moi, je ne voulais pas baisser les yeux. Elle était de plus en plus brutale. Et elle m'a tapé. C'était horrible. Vraiment, elle était violente et vraiment cruelle, des coups de pied, complètement hystérique. D'abord, elle devait être hystérique. Elle me disait, baisse les yeux. Et les quelques filles qui étaient autour de moi me disaient, baisse les yeux. Puis moi, je ne pouvais pas baisser les yeux. Tu ne pouvais pas vous céder. Et elle me tapait, et je ne pouvais pas supporter cette humiliation. Oh là là, ça a duré longtemps. Je crois que je suis tombée, mais je n'ai pas baissé les yeux. Je suis tombée, mais blessée, très blessée. Je suis tombée, et ça a duré longtemps, les coups. Elle est venue me trouver, elle m'a dit... c'était très émouvant. Elle m'a dit, j'ai honte de moi, je me suis conduit comme un animal, je t'ai fait mal, mais elle m'a expliqué, ça fait longtemps, j'ai eu peur. Si j'avais dû revivre la condition que tu vis, j'aurais pas tenu le coup. J'ai été horrible, méchante, mais je vais faire quelque chose pour toi. Quand tu iras mieux, je vais te mettre au Canada. Alors, le Canada, c'était... Alors ça devait être mai-juin. Je ne sais plus les dates. Et c'était quand les déportés arrivaient, il y avait leurs bagages, et on devait trier les affaires. Alors là, vous pouviez avoir des vêtements, des chaussures. Quand c'était les Hongrois, il y avait des noix, beaucoup, tel genre de saucissons. Enfin, d'après les arrivages, vous pouviez vous nourrir dans la journée. Et vous nourrir et récupérer des forces. Les conditions, déjà, c'était le printemps. Il faisait moins froid. Et là, j'ai pu retrouver mes forces. Le premier jour, mais ça n'a duré qu'une fois. Devant cette abondance, moi, j'étais éblouie. Alors, j'ai rempli, il y avait des paniers, des grands paniers. J'ai rempli 2 paniers de savon, de sucre, de sel, surtout d'aliments, de chocolat, de plein de choses. Tout ça me semblait extraordinaire. Mais plein, peut-être, je sais pas, 12 kilos de chaque côté. Et les gens m'ont dit, mais tu sais, tu peux même pas passer 5 morceaux de sucre. Alors, c'est de la folie. Tu auras fait une journée au Canada, et après, c'est fini. Alors, gaffe-toi, prends tes réserves, parce que tu passeras jamais avec ça. Mais je l'ai fait quand même. Et j'ai bien rempli. Et je suis passée avec, comme ça, alors qu'on vous fouillait. J'ai posé mes paniers. On m'a fouillé partout. Vous savez, c'était des fois même indécent, les fouilles. Parce qu'ils pensaient qu'on pouvait trouver des bijoux, je ne sais pas. Mais on m'a fouillé, mais attentivement. Quand on a eu fini de me fouiller, j'ai repris les 2 paniers. Parce qu'ils devaient penser que je portais ça pour une Allemande. Ah oui. Mais je ne sais pas comment je suis passée. Mais je suis passée avec mes 2 paniers. Je ne crois pas qu'on pouvait survivre avec les rations qu'on donnait. Surtout en hiver. Travailler dehors. Parce que ceux qui ont eu la chance d'arriver en été, les derniers qu'on voit, juin, juillet, qui n'ont pas eu cet hiver, ont un peu mieux tenu le coup. Le froid était très dur là-bas. Enfin, le froid sans être habillé. Donc moi, j'avais la robe de camp et le foulard rouge. Et tout était surréaliste. On chantait des chansons allemandes en passant devant un orchestre qui était un des plus... avec les meilleurs musiciens juifs du monde. Et puis cette période, alors comment vous dire, elle était plus douce. Alors
J'écoutais les histoires des femmes, j'apprenais la vie. Vous apprenez- Ah Les oui. recettes, Et vous la étiez- vie. Oui. J'ai tout, comment étaient leurs histoires, leur arrivée à Paris, leurs trucs, surtout les recettes. Elle parlait sans arrêt de ce qu'elle a fait tel gâteau, telle chose. Ah Bon, oui, je me c'est la rappelais de recette, rien, mais c'était j'écoutais bête, ça. ouais. Ah. Mais j'entendais aussi des choses, j'apprenais plein de choses. Ah oui, sur la vie. Même comment celle-là trompait son mari le samedi après-midi parce qu'il était coiffeur et ce jour-là, il avait plein de clients. J'écoutais toutes les histoires, toutes les histoires. Tout m'intéressait. Oui. Mais là, vous étiez C'était pas du- des histoires humaines, alors j'étais à l'écoute. Il y avait toujours quelque chose qui en fait que ceux qui ont survécu ont eu une petite chose qui leur a permis de survivre. Bon, alors au mois de janvier, on a quitté Birkenau, enfin ceux qui pouvaient marcher. Et là, j'ai eu le sentiment net que, en quittant, parce que vous savez, il y avait l'odeur des fours crématoires, ça je vous en ai pas parlé, mais l'idée constante que on brûlait des gens, on brûlait des juifs, c'était terrible. C'était, je sais pas, lourd. C'était pénible. Bien sûr, de temps en temps, on avait des parties de rire, mais cette idée de savoir que sans arrêt, on brûlait des gens, moi je me disais parce qu'ils sont juifs, et alors, parce que moi je suis très contente d'être juive, très fière, je l'ai toujours affirmé, je ne l'ai jamais caché. Je trouve qu'on a une richesse de culture, de choses. Même le shtetl, quand je l'ai revu, enfin, j'étais contente de ne pas y vivre, mais il y avait un passé. Je trouvais que mon grand-père avait l'air solennel, il avait l'air de connaître des tas de choses. J'ai toujours, comment vous dire, j'ai toujours parlé de mon identité. J'ai jamais caché mon identité. Je trouve qu'on n'a pas à la cacher. Et c'est effroyable de penser qu'on... Mais vous devez vous-même le savoir. Cette idée qu'on brûlait je sais pas, des milliers, des centaines de milliers de gens parce qu'ils étaient juifs. Des enfants, des femmes. Tout le temps, je repensais à ça et je vous dis toujours, c'était mais pourquoi? Ce que j'étais sûre, c'est qu'il n'y avait pas de Dieu. La chose avait été clarifiée. Je savais que s'il y avait eu un Dieu, il ne laisserait pas des choses pareilles. Alors que je me posais encore la question, mais ouais, enfin, un Dieu idéal vers lequel on tendait. Là, les choses étaient claires et nettes. Les choses dépendaient de l'homme. Là, j'avais plus clarifié cette chose. Et je ne sais pas, moi, je ne me rends pas compte, vous savez, comment j'étais, ce que j'étais. Mais après, quand j'ai rencontré des Allemands, j'ai pas eu l'idée de les tuer. Non. Vous n'avez pas l'idée de revanche. Mais je me disais, pauvre type. Oui. Oui, hein. Tu auras Oui. honte pendant Oui. des... Je ne savais pas qui était fasciste, évidemment, je pensais aux fascistes. Mais je pensais quand même que le peuple avait suivi. Et c'est moi qui avais du mépris pour eux. Oui. J'ai toujours eu du mépris Oui. pour les fascistes, Oui. les gens. Alors donc en janvier, En janvier, vous on est quittez le parti. camp. Alors c'était une allégresse folle. Eh oui, c'était oppressant. On ce quittait surtout les crématoires, c'est pour ça que je vous ai parlé de ça. On quittait les crématoires, donc on avait une chance de plus de tenir le coup, puisqu'il y avait plus... si on allait mourir, c'était d'épuisement. Mais il n'y avait plus de sélection, parce que quand les camps étaient trop pleins, trop d'arrivées, donc là on se disait, ben, si on a tenu le coup jusqu'à maintenant, c'est l'histoire de quelques semaines, mais ça a duré encore quelques mois. Mais là, il faut tenir. Et tous les camps que j'ai faits après étaient moins rudes. Hélène est évacuée d'Auschwitz le 18 janvier 1945 vers Ravensbrück, où elle est libérée par les soviétiques. Fin mai, elle arrive au Bourget. Hélène retrouve son frère. Elle est alors accueillie par l'œuvre de secours à l'enfance, l'OSE, et rencontre Maurice,
qu'elle épousera une dizaine d'années plus tard. Devenue monitrice à Lauzet, elle suit une formation d'éducatrice puis d'assistante sociale. Elle dirige notamment de 1958 à 1960 un appartement thérapeutique pour jeunes filles malades. Le couple a 2 enfants. Hélène Wexler est décédée le 25 janvier 1996.